Merci beaucoup, chers membres du jury. Merci également aux autobâtisseurs. Alors, comme la citation, on dit qui veut aller loin, maintenant sa monture. Également, plus on va seul, plus on va vite, plus vous allez ensemble, plus vous allez lentement. Alors, à Marcoussis, l'ambition était de pouvoir bitumer, désenclaver toute la cité. Alors, nous avons rencontré des difficultés et je pense que vous avez eu à voir dans la vidéo. Mais selon ce que nous nous sommes rencontrés, la mobilisation communautaire est toujours un point d'interrogation. Mais cela ne dit pas que l'initiative n'est pas appréciable. Mais avec ce dont nous avons approché, il y a d'autres priorités. Ce n'est pas facile du tout de faire du développement communautaire parce qu'il faut que tout le monde y adhère. Et je pense que les jeunes de l'association de Marcoussis en ont donc pris conscience dorénavant et vont l'intégrer pour que dès le départ, toute la communauté soit consultée, pour que le projet qui va être porté par l'association vienne de façon unanime ou quasi unanime de la communauté. Donc, quelques difficultés au démarrage, mais on leur souhaite que du succès. Des difficultés, on en a également constaté du côté de Nyoko 2 avec l'association Tenga Néré. Eh bien, ils viendront nous dire comment est-ce qu'ils s'y prennent pour lancer leurs activités de développement communautaire. Tenga Néré, 2 minutes face au jury, c'est maintenant. Bonjour, chers bâtisseurs. Bonjour, chers membres du jury. Voilà, et cela fait bientôt quelques mois qu'on a pris part à l'aventure et on a eu des difficultés également depuis le processus jusque-là. Mais on évolue toujours et on s'adapte toujours. Jusque-là, voilà, on nous a octroyé notre site. Donc, dès le départ, le projet, c'était d'utiliser une artère insécurisée de la zone de Nyoko 2, voilà, pour en faire vraiment un espace où on peut quand même faire des cultures, s'approvisionner en eau, voilà, et tout autour faire des activités génératrices de revenus. L'idée de départ a rencontré face à elle beaucoup d'obstacles parce que la zone de Nyoko 2, c'est une zone à problème. Et voilà, on a frotté le terrain, on a compris beaucoup de choses. C'est comme vous l'avez dit, voilà, dans chaque réalisation, il faut d'abord connaître l'environnement dans lequel on veut se baigner. Mais nous, on n'a pas eu l'approche nécessaire pour mieux comprendre ça. Mais on se réadapte toujours parce qu'on s'y est frotté, on a compris beaucoup de choses. Et voilà, c'est vrai que les autorités communales aussi nous avaient prévenus, mais ils nous ont dit toutefois qu'ils sont disposés à nous délocaliser. Donc le projet a évolué et est à une autre zone. Et on est toujours dans la partie où on doit faire maintenant l'ouvrage du forage. Donc c'est toujours là-dessus qu'on est. Merci. Tenga Néré, oui. Là, votre cas est encore typique. Oui. Vous conviendrez que l'estimation, l'identification des besoins avec la communauté n'a pas pris tous les contours du projet. Oui. Parce que sinon, vous auriez eu l'information que la zone était réservée. Oui. Et vous alliez peut-être trouver une autre idée, oui, dans laquelle la communauté se retrouve beaucoup plus, oui, pour s'investir. oui. Et là, vous auriez moins de blocage comme vous l'avez constaté. Heureux déjà de constater que vous faites votre auto-évaluation. Oui. N'empêche qu'il y a encore des difficultés qui s'annoncent, parce que j'ai cru comprendre à la vision de la vidéo que la zone
est délocalisé dans un autre, je dirais, un autre quartier. Projet, ce n'est plus Nyoko, Voilà, c'est Polsgo. pour le second, oui. D'accord. Et Polsgo également a sa communauté, a ses habitants. Effectivement. Et comment vous comptez vous y prendre pour en immersion dans cette communauté, déjà que vous n'habitez pas, vous ne résidez pas dans la zone? Effectivement, je peux dire que c'est ce qui même a peut-être causé, voilà, et ces retards là, ou bien ces petites difficultés. Parce que moi-même, je n'habite pas la zone. Le projet est venu et nous, on a voulu vraiment, comme le nom le dirait, et un projet communautaire et essayer d'impliquer tout le monde et voilà, trouver une solution à un problème donné. Nous, on a... Bon, parce que je peux dire que la zone, c'est de passage, la zone de Nyoko 2. Et j'ai compris qu'en réalité, beaucoup de gens en situation pas trop ça vivent dans la zone, ils ont des problèmes d'eau. Ils ont des problèmes et des difficultés d'eau. Et le fait aussi qu'il y a l'insécurité et autres, c'est parce que les gens n'ont pas d'activité. Et voilà, c'est comme s'ils sont délaissés d'une certaine manière à eux-mêmes. Donc, bon, c'est en allant vraiment pour mieux rentrer dans l'élaboration de ce projet-là qu'on a compris que toute la zone même déjà, voilà, c'est quand même un problème parce que même les espaces qui devaient être des réserves, là, normalement, on nous a donné, comment dirais-je, le plan. On nous a donné le plan, même les espaces où c'était censé avoir des réserves où nous, on peut exploiter. Ces mêmes coins-là, anarchiquement, les gens ont rempli de concessions. Donc, tu ne peux pas aller dire à celui-là, ah, il faut délocaliser ta maison. Nous, on a prévu venir faire un forage au profit de tout le monde. Il va falloir attendre que maintenant, ceux de Sokoji viennent maintenant, voilà, restructurer la zone avant qu'on puisse nous donner ces espaces. Mais est-ce que ça va attendre le temps du projet? Voilà, c'est un peu ça qui a été la plus grosse difficulté. On nous a relocalisé sur Polosgo, on a tâté la zone. Quand même, les habitants ont plutôt bien accueilli parce qu'eux aussi, ils ont des difficultés pour s'approvisionner en eau. Ils ont vu quand même que voilà, ça va les permettre d'avoir en plus de l'eau, pouvoir faire du jardinage tout autour. Donc, ils ont bien accueilli. Maintenant, c'est mobiliser encore nos mêmes acteurs là qui nous accompagnaient et encore, voilà, sensibiliser et mobiliser cette population nouvellement qu'on vient de rencontrer. Donc, et je pense que, bon, jusque-là, on ne peut pas dire qu'on n'évolue pas parce qu'on est en train d'avancer, parce qu'on est toujours en attache avec la mairie. Solidarité, ce mot-là, vraiment, elle est bien, mais beaucoup n'aiment pas ce mot-là parce qu'on remet tout au contexte actuel de notre pays et beaucoup ne veulent pas vraiment s'impliquer en tant que tel. Mais on a aussi voulu explorer d'autres horizons parce qu'en voulant impliquer aussi les sociétés et les différentes entreprises qui se font de l'argent dans la zone, parce que la zone est quand même tout autour, c'est une zone industrielle. Voilà, on a approché pas mal d'entreprises, mais ces derniers-là peinent à nous répondre clairement parce qu'ils ne trouvent pas leur intérêt dans ce qu'on veut entreprendre là. Et la population aussi n'est pas forcément aidée. Et rien que la semaine passée, on a rencontré le directeur général de l'eau et qui nous a dit que eux, peut-être, ils vont aller explorer la zone et essayer de fouiller pour voir en quelle mesure. Et ils ont dit qu'ils vont peut-être voir avec la direction régionale de l'eau. C'est eux qui sont plus habilités à mener les travaux sur le terrain pour qu'eux, ils puissent aller prospecter d'abord avant que, bon, voilà, on ne parle de... Tenganere, oui. Il est dit souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'ai bien peur que vous ne rééditiez les difficultés que vous avez rencontrées sur le premier site, dans ce site-là également. Parce que vous n'avez pas encore tiré les bonnes leçons pour impliquer la communauté. Parce que là, vous êtes statique sur votre recherche d'eau, que vous estimez être un besoin pour la population, la communauté, sans pour autant lui poser la question. Impliquez la communauté dans votre processus de réflexion, dans l'identification de leurs besoins vitaux, prioritaires,
et vous verrez que peut-être d'autres activités vont se dégager et où vous aurez la pleine participation de la communauté, des riverains et même des sociétés industrielles qui sont implantées, parce que chacun y trouvera son intérêt. Oui, c'est comme ce que je vous ai dit. On a tâté la zone, on a essayé de rencontrer les populations là-bas sur place. C'est vrai qu'au niveau de Nyoko 2 aussi, on a approché les autorités coutumières, religieuses, on a impliqué pas mal d'associations de femmes et voilà, de la zone et tout. Et même à Polosgo, quand on s'est rendu, c'est vrai que c'est une nouvelle zone pour nous aussi. Mais quand on est allé, eux aussi, ils ont posé aussi les mêmes problèmes. Ils disent que, ici, eux, ils n'ont pas d'activité et ils n'ont pas d'eau. C'est surtout ça qui ressort. Voilà, quand on essaie de s'entretenir avec eux, ça ressort que c'est le problème d'activité. Ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas d'eau. Donc, nous, on s'est dit, peut-être que l'eau, ça va plutôt servir parce que sans eau, on ne peut rien faire. On s'est dit, bon, voilà, il va falloir qu'on trouve quand même et tous les moyens nécessaires pour réaliser ce forage-là et tout autour, greffer des activités. Mais j'avoue qu'il y a quand même un problème de fond. Oui. À partir du moment où vous n'êtes pas de la communauté, oui. Vous êtes externe à la communauté. Oui. Donc, vous ne pouvez pas appréhender à la juste valeur les réalités que cette communauté vit et vous n'allez pas en profondeur dans la réflexion. En réalité, c'est un peu ça la difficulté. Parce que pour tout projet communautaire qui réussit, forcément, il faut y être. Il faut vivre la situation. Et tous les projets communautaires sont partis d'un vécu commun, d'une difficulté commune. Et ensemble, on met un peu les intelligences ensemble pour trouver une solution avec ou sans moyens. Ce n'est pas forcément les gros montants qui réalisent les meilleurs projets. Non. Non. Mais c'est l'implication de chacun. Que chacun se sente concerné et que le projet résolve un problème que tout le monde vit dans la communauté. Voilà. Bon, ça veut dire que pour l'heure actuelle, c'est vrai que je ne fais pas partie de cette communauté-là. Mais dès le départ, même, c'était même pas censé être Polosgo le site qui devait habiter le projet. Donc, c'est suite à beaucoup de difficultés et il va falloir aussi avancer avec le temps qu'on a jugé bon de relocaliser. Et c'est vrai que je ne fais pas partie de la localité, mais je prends le temps aussi souvent de m'imprégner des réalités des uns et des autres. Et aussi, je pars vers ces communautés-là. Et j'ai eu à rencontrer pas mal de personnes, que ce soit des autorités coutumières jusqu'aux autorités religieuses de la localité. Bon, tous disent à peu près la même chose. Pour moi, c'est vrai que souvent, c'est mieux de vivre dans une localité pour comprendre encore plus les problèmes et les réalités de la zone. Mais je me dis que le vécu de tout un chacun aussi reflète à peu près les mêmes problèmes et qui ressortent. Donc, c'est pour dire qu'au niveau de la mobilisation, maintenant, vu que tout le monde se plaint de la situation actuelle, ça va pas, c'est chaud dans le pays, rien ne va, rien ne ceci. Mais quand même, ils sont plus motivés à dire que dès qu'il y a quelque chose, nous, on peut venir creuser, nous, on va venir aménager, nous, on va venir faire ceci, cela. Mais toutefois, avant qu'on ne fasse cela, il va falloir de l'eau. Parce qu'on peut venir creuser tout autour, et on essaie de voir pour faire des planches, mais pour ravitailler en eau, quand même, pour que ça puisse démarrer. Bon, je pense que visiblement, il faut que vous mettiez un cadre d'échange et ne pas rencontrer individuellement les acteurs, mais mettre un cadre où tout le monde se retrouve et chacun apporte sa contribution. Bon, moi, je pense que j'ai fait le tour un peu de mes questions. Non, merci. Je fais mien les observations que vous avez formulées, Monsieur Patrick. Moi, j'apprécie. J'apprécie votre franchise. Lui-même, il connaît ses faiblesses. Je pense que c'est déjà aussi une qualité qui permet d'aller de l'avant. Reconnaître ses points d'amélioration, ça permet d'aller de l'avant. Mais je pense qu'il faut d'abord renforcer l'analyse contextuelle. Je pense que ça fait défaut. Peut-être qu'il y a des non-dits que vous ne maîtrisez pas, ou bien un différent qui est là, latent, dont vous ne maîtrisez pas toute la portée.
Voilà, les communautés ont toujours, souvent un vécu que quelqu'un qui vient de l'externe griffe ne perçoit pas forcément. Donc je pense qu'il faut renforcer l'analyse du contexte. Ça va vous permettre de mieux appréhender certains sujets. Peut-être que le problème vous dépasse. Et voilà. Ensuite, j'ai vu dans la vidéo aussi, vous avez parlé de vous rechercher une bonne volonté, un opérateur économique que vous avez approché, qui ne vous a pas encore donné de suite. Je ne peux pas dire les noms ici parce que... C'est sorti de la vidéo. C'est sorti de la vidéo. Ah, ok. Il a été nommé même. Maintenant, moi, je ne peux pas lui donner son nom, mais son nom est sorti. Voilà. L'opérateur économique, son nom est sorti. Oui, ok. Voilà. Mais je pense que c'est bien d'approcher les fils de la localité. Oui. Mais la question de la durabilité va se poser. Oui. Lui, il peut vous donner une contribution, mais on connaît comment les choses marchent dans nos contextes. C'est vrai. On donne des ressources aux gens et après, ils vont dire « Ah, c'est lui qui a financé ça. Peut-être qu'il est candidat. » Voilà. On connaît déjà les mentalités qui sont dans les nôtres dans certains milieux. Oui. Donc, pour moi, il faut renforcer l'analyse contextuelle, renforcer la participation des communautés et surtout créer aussi un mécanisme qui vous permet de faire la jonction entre la mairie et peut-être les populations. Oui. Voilà. Mais peut-être que vous-même, vous m'excusez, je vais vous titiller un peu, peut-être que vous-même, vous n'avez pas la légitimité pour parler d'un tel sujet. Peut-être que c'est ça qui fait défaut. Peut-être que c'est vous qui êtes devant, ça qui fait que les gens sont réticents. Non, voilà. Je ne pars pas seul parce qu'on part en groupe. Oui. Donc je me dis ça dit, moi je fais juste des commentaires par rapport à ce qu'on a vu. Okay. Voilà. Donc maintenant peut-être qu'il y a des éléments qui nous échappent, mais peut-être qu'il faut voir dans quelle mesure vous prenez en compte ces différentes observations qui vous permettra certainement de requalifier votre projet, quoi. Okay. Voilà. Mais j'apprécie vraiment le fait de reconnaître déjà vos faiblesses pour vraiment mieux faire. Okay. C'est déjà aussi un acquis. Parce que quand on conçoit généralement un projet, on se dit qu'on est convaincu que c'est comme ça. Ouais, mais au fur et à mesure, on apprend et on se réadapte. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Au cœur du Burkina Faso, ce sont chaque jour des milliers d'hommes et de femmes qui partout s'engagent. Engagés à vous connecter où que vous soyez, avec la puissance de notre réseau satellitaire qui ne cesse de s'étendre. Valmont, réseau Segrachana. Engagés pour vous rapprocher de ce que vous aimez. Engagés pour vous simplifier la vie avec Orange Money. Engagés pour l'employabilité des jeunes avec Orange Digital Center et des formations dans les métiers du digital et des programmes d'accélération pour les startups. Engagés avec la Fondation Orange qui œuvre chaque jour dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la culture. Engagés avec vous, aujourd'hui et demain. Orange. Voilà, eh bien, il faut retenir qu'il y a un adage qui dit que quand on a un marteau dans la tête, on voit des clous partout et donc il faut éviter de faire une fixation sur quelques projets que ce soit en matière de développement communautaire. Il faut que les besoins remontent de la base, c'est extrêmement important et c'est sûr que cette association donc en a pris conscience. Je parle bien entendu de Tenga Néré. Et maintenant, nous allons donc aller vers une association qui nous vient de Zorgo, plus précisément de Rumkiet Tenga. Eux portent le projet pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves de la localité ADSR. Ils vont nous dire en 2 minutes comment est-ce qu'ils ont débuté les travaux. C'est maintenant. C'est parti. Oui, bonjour, chers membres du jury. Bonjour, chers bâtisseurs. Et comme prévu dans notre chronogramme, la DSR avait soumis un projet
pour l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage des élèves du Rumketenga. Et à ce jour, après les différentes sensibilisations et les tentatives de mobilisation des ressources, nous sommes en joie de vous dire que les travaux ont bien débuté. Les travaux ont débuté en ce sens que nous avons pu déployer le matériel sur les différents sites du projet, à savoir les 3 écoles identifiées pour notre première phase, l'école de Zemalga, Ketenga et puis Boksen-Kara. Les hubs ont déjà été installés et nous sommes présentement sur le point de faire encore de la sensibilisation au niveau des élèves, des directeurs d'école, les enseignants, les APE et puis toute la communauté pour les distributions individuelles des élèves concernés. Nous avons identifié à ce jour les classes de CM2 en descendant jusqu'au CE2, compte tenu du nombre que nous avons identifié et compte tenu aussi de l'étude préalable qu'on avait effectuée avant le démarrage de ce projet. Sur ce, j'en ai fini. Merci pour votre présentation. Vous avez dit que les activités ont démarré dans 3 écoles. Oui. Si nous vous demandons à quel taux de réalisation vous êtes actuellement de votre projet, que diriez-vous? Bon, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous sommes autour de 80%. Okay. Parce que ce qui nous reste présentement, c'est reprendre une formation collective, puisque nous avons fait des formations individuelles. Bon, si je dis individuelles par village, okay. Ça veut dire chaque village, lors des installations, et, puisque auparavant, on vous avait déjà expliqué... Des maintenanciers? Des maintenanciers. Des maintenanciers, et on les avait formés individuellement lors du passage pour les installations par village. Okay. Mais il faut qu'on reprenne cette formation collectivement pour tous les membres des 3 villages. Okay. Voilà, c'est ça qui nous reste. Il y a aussi, les lampes sont venues avec des numéros de série que nous voulons aussi personnaliser, puisque nous voulons donner ces numéros de série aux directeurs des écoles, mais les élèves auront d'autres numéros pour les suivi. Donc, c'est ces formations qui nous restent, okay. Et puis les dispatching individuels. OK. Quelles mesures vous avez prises pour contribuer, en dehors de ces lampes-là, à l'amélioration du niveau scolaire des élèves, puisque c'est les conditions d'apprentissage. Mais il ne s'agit pas seulement de remettre les lampes torches. Qu'est-ce que vous avez prévu comme mécanisme d'accompagnement de cette dotation? OK. À ce niveau, nous avons discuté un peu avec les directeurs d'école qui nous ont fourni un bilan. Okay. Et nous souhaiterons qu'après, puisque notre objectif dans le planning, c'était de pouvoir être opérationnel courant cette année scolaire. Okay. Et à partir des mois scolaires qui sont déjà passés, on a déjà des résultats. On a dit aux directeurs d'école de nous montrer le comportement des élèves et à partir de l'utilisation de ces lampes, de nous montrer aussi l'impact que ces lampes ont eu. Et hormis ça, on discute avec puisque chaque élève et chaque école a des associations des anciens élèves qui sont très proches de la population là-bas. Okay. On discute avec ces associations d'être très actifs pour le suivi et pour l'amélioration des résultats scolaires. Okay. D'accord. Bon, sans compter aussi qu'on accompagne aussi en apportant aussi du matériel pédagogique et à ces écoles, et on discute permanemment avec aussi les enseignants et surtout les directeurs d'école. Okay. D'accord. Oui. Merci. Merci donc à l'association ADSR.
D'abord, c'est un projet qui est pertinent pour moi, parce que ça répond quand même à un besoin qui est là. Et il y a aussi, c'est un projet qui est innovant, dans la mesure où aujourd'hui, quand vous faites le mapping des différentes écoles, il y en a très peu qui intègrent ce volet électrification dedans. Or, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle école de qualité. Quand on dit école de qualité, il y a la clôture qu'on doit avoir, il doit avoir l'électricité pour permettre d'améliorer les conditions d'apprentissage. Donc, pour moi aussi, c'est cohérent parce que normalement, c'est en phase avec le plan de développement communal de la commune de Zorgo. Alors, moi, les questions ou bien les commentaires que je voulais faire, c'est d'abord vous dire que vous pouvez aussi, en termes de partage d'expérience, vous rapprocher de la province du Ziro à Sapui, où il y a eu un projet aussi qui a été mené là-bas par l'ONG Aide et Action pour voir un peu. Le projet s'appelle École éclairée, centre de ressources pour une éducation de qualité. Voilà, ils ont électrifié les écoles dans la zone du Ziro et de Sicile aussi, Léo aussi, je crois. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'eux pour voir un peu quel mécanisme mettre en place pour partage d'expérience. Le projet est déjà clôturé en 2019, je crois. Maintenant, ils peuvent aussi vous partager les leçons apprises dans le cadre donc, de ce projet. Alors, l'autre aspect aussi que je voulais voir avec vous, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour apprécier le rendement des élèves? Vu que vous avez mis à leur disposition des lampes, quels sont les mécanismes que vous avez déjà mis en place pour dire le fait qu'on a remis des lampes aux enfants, voilà ce que ça a produit. Et donc, une analyse de causalité entre le fait de remettre les lampes et l'amélioration, n'est-ce pas, des résultats au niveau scolaire. Ok, merci. Et encore merci pour ce partage d'expérience. Peut-être qu'à la fin, je vais vous approcher pour voir si je peux avoir une adresse. Voilà. Effectivement, pour le suivi des résultats, c'est ça que j'avais déjà parlé. Bon, c'est de suivre le comportement avec les enseignants. De suivre le comportement des élèves avec les enseignants. Okay. On va s'approcher régulièrement. Voilà. Parce qu'il ne sert à rien de faire un projet et puis se retourner sans avoir un suivi. Et nous sommes en train aussi de mettre en place un autre système qui va nous permettre peut-être d'électrifier l'école, puisque présentement, on n'a pas mis assez d'ampoules. Voilà. Pour voir est-ce qu'il n'y a pas des possibilités même de faire des cours de rattrapage en soirée. Ok, d'accord. L'autre aspect aussi que je voulais voir avec vous, s'il y a un milieu, en tout cas au niveau du Burkina, où il y a beaucoup de mobilité du personnel, c'est le milieu de l'éducation et de la santé. Oui. Voilà. Le personnel enseignant bouge beaucoup. Oui. Quelqu'un se retrouve peut-être à Gomponsoum, là-bas, au Passoré. L'année prochaine, tu apprends qu'il n'est plus là-bas, il est à Faramana, là-bas. Donc, comment est-ce que vous faites pour pouvoir pallier à ça, pour que ça ne se déteint sur l'amélioration donc, des conditions d'apprentissage également? Parce qu'effectivement, un enseignant qui a, comme vous l'avez dit, vous allez suivre avec les enseignants. Oui. Donc, il part avec une certaine connaissance de la chose. Oui. L'autre qui revient, il faut que vous recommencez encore à faire la formation ou bien soit à lui montrer comment ça marche. Donc, il ne faut pas faire un pas en avant et puis 100 pas en arrière. C'est ce que je dis. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir donc pallier à la mobilité des enseignants? Ok, merci. Il faut dire qu'à ce niveau, l'enseignant est impliqué dans le projet, mais il n'est pas plus actif que les autorités. Il n'est pas plus actif que les parents d'élèves. Voilà, puisqu'on a des comités de gestion pour chaque école, et ce sont ces comités qui sont les premiers responsables. Il y a le CVD qui est là, et en premier lieu, il y a le chef du village. Donc, l'enseignant, on les implique parce que bon, c'est des acteurs. On ne peut pas faire le projet sans les expliquer. Mais c'est comme s'ils étaient informés, mais ils ne sont pas plus actifs que les résidents de la localité. Le dernier point, c'est donc la qualité des équipements. La qualité des équipements, comment est-ce que vous assurez de la qualité des équipements, des lampes qui sont remises aux enfants? Bon, pour la qualité, moi personnellement, je ne suis pas un professionnel du domaine, mais comme on vous dit, dans une association, c'est un regroupement de compétences. Donc, on a des membres qui ont des connaissances un peu aguerries. Et pour avoir du matériel aussi performant, on a laissé libre choix
à un partenaire qui s'y connaît dans les domaines. Vous nous avez parlé d'une association qui est du côté de Sapui. Nous, on nous avait dit d'approcher Tintois pour qu'il nous donne aussi des conseils. Et notre partenaire, on a un partenaire aussi qui a contribué à la réalisation de ce projet, voilà, qui nous avait aussi recommandé un truc. Et avec les conseils de ces associations-là, on nous a fourni, on nous a fait approcher une société, la Gazelle, qui nous a donné les caractéristiques techniques des lampes qu'ils nous donnent. Et c'est à partir de ça qu'on a pu faire un choix. Bon, espérons que c'est le meilleur pour le moment. D'accord. La dernière, c'est de savoir, dans chaque communauté, il y a ce qu'on appelle les communautés nomades. Oui. Donc, un enfant que vous remettez peut-être une lampe, s'il quitte la zone A pour aller à la zone B, comment est-ce que vous gérez ça? Il part avec la lampe ou bien il dépose, ou bien il remet à l'enseignant pour suivi, ou bien quand il prend, c'est pour lui, c'est fini? Non, les lampes ne sont pas les propriétés des élèves. Les lampes sont déposées au niveau des écoles. D'accord. Et si, par exemple, l'enfant change même d'école, il doit déposer la lampe au niveau de l'école. C'est pour sinon, bon, c'est des zones où peut-être, si on regarde même l'évolution des effectifs, on voit des effectifs qui, souvent, ça décroît, souvent, ça croît. Donc, si on va les donner pour qu'ils fassent de ça les propriétés, par moment, on peut se trouver avec des gens qui seront à la maison avec des lampes. Pendant ce temps, il y a des élèves qui sont dans les écoles qui n'ont pas de lampes. Donc, c'est suivi, ça sera rigoureux. Ça sera rigoureux et tous ceux qui ne seront pas à l'école devront reverser ces lampes à l'école pour qu'on les octroie à d'autres personnes. Oui, d'accord. OK. Bon, peut-être qu'après, sinon, l'autre option aussi, au lieu que vous remettez des lampes à chaque enfant, oui, peut-être qu'il faut peut-être envisager l'éclairage même de l'école. Là, dans le milieu, quelqu'un qui veut étudier, il vient aisément pour apprendre ses leçons et repartir à la maison. Bon, maintenant, effectivement, remettre aussi individuellement à l'enfant, tout en ce que l'enseignant ou bien le comité qui sera mis en place puisse aussi avoir un œil là-dessus. Oui. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Oui. Il y a des enfants qui ont peur peut-être de l'enseignant. Oui. Il va avoir la paresse d'aller le voir, ou bien dès qu'il va le voir, bon, c'est des problèmes qui vont, voilà, est-ce que tu as arrivé tes leçons, voilà. Donc, il faut peut-être aussi réapprofondir la réflexion pour dire, est-ce qu'il n'y a pas lieu, c'est le bâtiment qu'on électrifie, en lieu et place de remettre des lampes individuelles à chaque enfant, sous la conditionnalité que ces lampes-là, effectivement, l'enseignant garde, il faut que c'est l'enfant qui vienne le voir pour dire « Ah, j'ai besoin d'une lampe pour étudier », si j'ai bien compris. Non, ce n'est pas de cette façon que ça se passe, puisque tous les élèves listés, ils reçoivent systématiquement les lampes avec un numéro d'identification. Les hubs sont installés sur place et l'enfant, je pense que les lampes ont une autonomie d'au moins pour 3 jours. Et l'enfant, c'est au bout de l'épuisement de l'énergie qu'il a emmagasinée dans sa lampe qu'il peut revenir. Et chaque élève a un box de charge. Il arrive, il y a son numéro, puisque le numéro de la lampe, ça peut être par exemple 1. Il part au numéro 1, il branche sa lampe. Le soir, en partant, il débranche. Voilà. Il peut arriver que parfois, on fait des vérifications périodiques pour voir si réellement tu as toujours ta lampe, si réellement tu viens charger. Il peut y avoir, mais sinon, chacun est libre, il garde sa lampe. Il n'a pas à revenir voir l'enseignant pour dire que non, j'ai besoin d'une lampe pour étudier. Voilà pourquoi j'avais posé la question de savoir les communautés nomades. L'enfant, si par exemple vous venez apprendre demain qu'il n'est plus dans la zone, il ne vous a pas averti, tu viens apprendre qu'il n'est plus là. Oh, il l'a amené à la maison et quand au bout de 3 jours, il vient recharger. Vous voyez qu'il y a ce mécanisme-là, peut-être qu'il faut renforcer la réflexion là-dessus. L'enfant est dans une localité, il a la lampe pour 3 jours, ça se décharge, il faut qu'il revienne charger à l'école. Oui. Maintenant, si ses parents disent, bon, moi je ne trouve plus le pâturage ici, je dois aller de tel côté, il n'a pas eu la présence d'esprit de vous avertir, de vous informer. Et après, vous avez appris qu'il est dans tel village, mais il est dans une autre communauté. Qu'est-ce que vous faites? Je fais ça pour dire que dans la réflexion de votre projet, peut-être qu'il faut anticiper sur ces aspects-là qui peuvent intervenir. Sinon, le projet est pertinent à mon avis. Maintenant, voilà. Ok, donc, merci beaucoup. On va prendre en compte sur cet aspect-là. Voilà.
va dire merci beaucoup à Monsieur Rwamba et cette association qui nous vient donc de Rumkiet Tenga. Et puis on se rappelle donc lors de notre première visite où on a rencontré le chef de Zorgo qui disait aux parents de faire attention, il ne faut pas récupérer les lampes des enfants. Les lampes, c'est pour les enfants, c'est pour aller étudier à la maison avec, et puis si c'est déchargé, revenir charger, c'est fort utile dans cette zone où il n'y a pas donc d'électricité. Et nous restons dans le système scolaire éducatif pour retrouver AMEE, qui est cette association qui nous vient de Samba. Ils vont nous dire comment est-ce qu'ils ont lancé les travaux. C'est parti maintenant. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Au cœur du Burkina Faso, ce sont chaque jour des milliers d'hommes et de femmes qui partout s'engagent. Engagés à vous connecter où que vous soyez, avec la puissance de notre réseau satellitaire qui ne cesse de s'étendre. Valmont, réseau Segrakana. Engagés pour vous rapprocher de ce que vous aimez. Engagés pour vous simplifier la vie avec Orange Money. Engagés pour l'employabilité des jeunes avec Orange Digital Center et des formations dans les métiers du digital et des programmes d'accélération pour les startups. Engagés avec la Fondation Orange qui œuvre chaque jour dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture. Engagé avec vous, aujourd'hui et demain. Orange. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, chers bâtisseurs. Je me nomme Comporé Ramadan Wende. Je suis le secrétaire général de l'association. Laissez-moi vous faire un petit rappel par rapport au programme qu'on a eu à étaler au début de notre aventure, qui se scène en 3 parties. D'abord, nous avons jugé mieux de sensibiliser nos bénéficiaires concernant l'entrepreneuriat, surtout en milieu scolaire. Et la deuxième phase, c'était de faire une formation pratique de nos bénéficiaires. Et pour la troisième phase, il fallait, je dirais, faire ce qu'on appelle les visites de terrain, les échanges d'expériences. Il faut dire que pour cette première phase, nous avons clôturé, et d'ailleurs avec cette vidéo que vous regardez actuellement. Et actuellement, où je vous parle, nous sommes à notre deuxième phase. Disons que la semaine passée, nous avons eu à réaliser la première activité de la première phase qui consistait à former un bénéficiaire en savonnerie. Voilà. Et concernant le programme qui va suivre, il faut dire que, disons, ce mois, nous allons former nos bénéficiaires en pisciculture et en mois de mai, nous allons faire une formation en agro-business, surtout dans le domaine de l'agriculture hors sol, et ainsi entamer la troisième phase qui est les échanges d'expérience et surtout les visites d'entreprises et terrains avec nos partenaires. Je vous remercie. Bravo pour déjà ces différentes étapes que vous avez parcourues. Merci. J'ai néanmoins une inquiétude. Oui. Vous n'avez pas été très précis sur les résultats à terme de votre projet.
Et j'aimerais savoir un peu quel plan de suivi vous avez mis en place pour évaluer les retombées de ces formations-là au niveau des élèves que vous formez. D'accord, je vous remercie. Il faut dire qu'à notre niveau, nous avons déjà tout prévu. Nous avons mis en place notre comité de suivi qui est composé d'abord d'un responsable de la commune et aussi, on peut dire un responsable aussi des établissements cibles. Voilà. Disons qu'au départ, on a choisi 10 établissements et on a choisi un élément de l'administration qui va faire partie du comité et aussi les parents d'élèves. Mis à part nous, membres de l'association, qui allons travailler à accompagner ces bénéficiaires-là. Et vous avez posé la question, il faut dire qu'à la fin de la saison, parce que comme je l'ai dit, comme on travaille surtout avec les élèves, à la fin de la saison, nous avons prévu de doter des kits aux bénéficiaires qui vont les installer au sein de leur famille ou peut-être dans des espaces qu'ils maîtrisent mieux et surtout avec l'implication de leurs parents, des premiers responsables de la commune et avec nos membres et surtout, comme je l'ai dit, parce qu'au sein de l'association, nous travaillons plus avec des entrepreneurs déjà dans les domaines dans lesquels on forme et ils vont passer pour faire le suivi et puis voilà, et les accompagner au fur et à mesure. À vous entendre, l'entrepreneuriat, d'un claquement de doigts, ça se fait et c'est simple. Non, pas du tout. Et en fait, comme nous, à notre niveau, on a une vision. Et notre vision, c'est une vision à long terme. Il faut dire que notre objectif, c'est de faire en sorte que le bénéficiaire en question, qui est sur les bancs, qui intègre notre programme, que d'ici à la fin de son cursus scolaire, qu'il ait un domaine dans lequel il excelle, qu'il a entrepris, et avec l'accompagnement de nos partenaires techniques, financiers, qu'il puisse déjà travailler convenablement, employer des employés, voilà, si je peux me répéter, et nous permettre de subvenir à ses besoins. Je ne suis pas dit que ce serait facile, parce que c'est une question, comme on l'a dit, c'est un apprentissage. Au début, on les sensibilise, on les forme, on les dote, on les suit, pour qu'à la fin, ils soient des entrepreneurs aguerris. Des produits finis. C'est ça. Et vous pensez atteindre l'objectif d'ici la fin de cette première session de bâtisseurs de cité? Oui, c'est prévu. C'est comme je vous ai étalé le programme tout à l'heure. Et on a d'abord fait la formation, rien que la semaine passée, sur la fabrication de savons. Et ce mois, on va faire la pisciculture et ainsi de suite. C'est déjà prévu et on y travaille. Comme je vous ai dit, ce n'est pas facile, mais on met les petits plats dans les grands pour que ça puisse aboutir. Et donc, votre projet a un taux de réalisation à la date d'aujourd'hui de combien de pourcents? Puisque comme je l'ai étalé, on l'a fait en 3 phases. Et si je veux m'appuyer par rapport à ces phases-là, je donnerai 50%. Voilà. Et vous savez qu'il ne vous reste pas autant de temps qu'au démarrage. Bon, oui, et disons que c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a toujours des difficultés, mais on y travaille pour les surpasser. Et comme il y a un plan, comme il y a un programme qu'on a mis en place, et surtout avec nos partenaires, il faut dire que la plupart de nos formateurs, comme je l'ai dit, l'association est surtout composée d'enseignants et aussi d'entrepreneurs qui travaillent dans leur domaine déjà. Et pour eux, c'est vraiment simple de nous accompagner. Et comme ils adhèrent, et surtout avec l'accompagnement de la commune et des parents d'élèves, qu'on a d'ailleurs rencontrés, on a discuté avec eux, ils sont vraiment partants pour nous accompagner. Donc, si je comprends, d'ici la fin de cette session, cette saison, oui. Vous mettrez sur le marché, c'est ça, des jeunes entrepreneurs. Au nombre de combien et dans combien de disciplines? Ok. Et il faut dire que notre programme s'appuie, pour l'instant, comme c'est notre première... oui. Et nous avons choisi de prendre 100 bénéficiaires
et que nous allons former dans les 3 domaines que je vous ai donnés. Ok. Ben, rendez-vous à la fin du projet pour une évaluation. Merci. Et sur le terrain, on verra également comment vous avancez. On vous attend avec impatience. Vous avez un site ou des sites de formation? Alors, il faut dire qu'au niveau des formations, nous, on travaille plus en collaboration avec la commune de Sava. Oui. Et il faut dire que on essaie un partenariat avec la mairie qui nous donne la salle pour les différentes conférences et formations. OK. Voilà. Et pour les formations pratiques? Pour les formations pratiques, il y a la salle de... Comment je dis ça? On appelle ça la salle centre de jeunes. Voilà. Okay. Centre de jeunes de Sava qui nous permet de faire les formations à l'intérieur. Pour les conférences, on utilise seulement la salle de fête de la préfecture. Ok. Bien. D'accord. Moi, j'en ai fini. Merci. D'accord. Merci beaucoup à l'association AME. Oui. Moi, je voulais faire des commentaires. OK. En fait, les enfants, c'est de quel niveau? Alors, il faut dire que, comme je l'ai dit, hein, c'est notre première expérience. Donc, on a voulu laisser la largesse à chaque établissement et de faire le choix. C'est vrai qu'au début, on les avait suggéré de voir par cycle pour qu'on ne perde pas, voilà, pour qu'on puisse voir le résultat à la fin. Qu'est-ce que ça donne? Donc, il faut dire que parmi les 100, vous allez retrouver des élèves de 6e, d'autres de 5e et même des élèves de terminale. Okay. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, on les a tous mis dedans pour pouvoir à la fin évaluer et puis voir si peut-être pour la prochaine édition, est-ce qu'il faut peut-être commencer seulement avec les classes de 6e ou bien si ça marche. Parce que c'est comme on l'a dit, hein, le but, ce n'est pas seulement de les former et puis de les lâcher. On va les suivre, même si l'élève a fait la terminale et qu'après son bac, et puis c'est sa première formation, avec notre équipe, on l'accompagne toujours jusqu'à ce qu'il puisse prendre son envol. Oui, la majeure partie, c'est combien? C'est plus des enfants du cours primaire, ou collège ou lycée? Non, collège. Collège. Oui. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt de parler déjà d'entrepreneuriat pour des enfants du collège, 6e, 5e? Est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Alors, moi je pense que c'est pas trop tôt. Parce que tout simplement, en fait, c'est comme nous, on est parti sur un constat. Et ce constat fait que, en fait, après le cursus scolaire de chacun, après avoir obtenu son diplôme, bon, il n'y a pas de boulot. Donc, il faut voir à la racine qu'est-ce qui se passe. Donc, l'idée, c'est de s'aimer la graine pour qu'ils grandissent avec, voilà, pour qu'à la fin, voilà, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle de l'entrepreneuriat partout, mais par où commencer? Qui attraper pour avoir les moyens nécessaires pour entreprendre? Donc, c'est un peu ça, c'est donner l'idée, voilà, à ces jeunes-là pour qu'à la fin, ils puissent s'en sortir. Oui, ma crainte en réalité, en voulant effectivement semer cette graine-là, oui, d'entrepreneur, l'esprit entrepreneurial au niveau donc des enfants, il ne faut pas aussi qu'il y ait des déperditions. C'est-à-dire l'enfant, dès qu'il prend goût effectivement à l'argent, il se dit, ben, l'école ne sert plus à rien, je suis en 6e, je gagne déjà 1 000 francs, 2 000 francs par jour. Bon, voilà, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je... Voilà. Okay. Donc, en voulant solutionner un problème, il ne faut pas aussi en créer d'autres. C'est juste ma crainte. Voilà, parce que pour moi, j'estime que déjà, collège, parler d'entrepreneuriat pour un élève, parce que pour faire l'entrepreneuriat aussi, il faut avoir des prédispositions, des qualités intrinsèques. Aujourd'hui, je ne suis pas de ceux qui pensent que à tout bout de champ, entrepreneur, on est dans cette maison d'entreprise, vous pouvez avoir les chiffres à votre niveau, le nombre d'entreprises créées, le nombre d'entreprises viables, vous allez vous faire une idée. Voilà. Donc moi, c'est juste ma crainte. Si on parlait d'entrepreneuriat peut-être à un niveau un peu plus élevé, peut-être terminale, première année université, bon, je n'ai aucun souci. Mais déjà, quelqu'un qui vient d'avoir le CEP, on sait déjà la maturité. Même pour être entrepreneur, il faut aussi avoir une certaine maturité. C'est un milieu qui ne pardonne pas. C'est un milieu du business. On dit, voilà, côté argent, il n'y a pas d'amitié. Est-ce que tu vois? Donc, c'est juste cette partie-là que je voulais faire comme commentaire. Okay. Et l'autre aspect aussi, c'est
si vous avez déjà des cas à présenter, puisqu'il a parlé de taux de réalisation, vous avez essayé de dire qu'il y a eu déjà une première cohorte. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, ces enfants? Non. Ou bien c'est juste la formation théorique? Je dis que c'est la première cohorte comme ça. C'est en cours? Oui. Ah, d'accord, ce n'est pas... Ok, d'accord, j'avais mal compris. Ok, d'accord. Donc, c'est juste un point d'attention sur la déperdition des enfants, en voulant créer un problème, en voulant créer ou bien former des entrepreneurs, on crée d'autres problèmes aussi, où l'école, on dit, l'école n'est plus important pour moi, je gagne déjà mes 5 000 francs, 2 000 francs quand je vends une tomate, donc c'est bon, quoi. C'est juste ma crainte. Oui, merci d'abord pour l'apport. Et si vous permettez, je veux rebondir là-dessus. Il faut dire qu'on y a pensé vraiment. Et pour ça, comme je l'ai dit, dans l'association, on a des enseignants. Et dans le comité de suivi, on a placé un responsable de l'établissement qui est chargé de récupérer les résultats, de suivre les résultats de l'élève en question. Et aussi aux parents. Quand on les a rencontrés, on les a dit, voilà, en fait, on veut travailler avec eux, on veut les inculquer, l'entrepreneuriat, c'est vrai, mais il ne doit pas échouer à l'école. Donc, ces deux entités sont chargées de nous faire un retour par rapport à l'évolution scolaire de l'élève. Parce qu'on a une cellule aussi qui prend en charge, si par exemple l'élève, son niveau baisse, cette cellule est chargée de voir dans quelle optique on peut y remédier. Si je prends le cas des élèves de 3e ou terminale, voilà, il y a une cellule qui est là pour les aider à préparer leurs examens. Voilà, on a essayé de mettre tout ça en place pour permettre à l'élève de réussir à l'école et aussi dans l'entrepreneuriat. L'avant-dernier point, c'est de voir avec vous également, en termes de perspective long terme, moyen ou long terme. Est-ce qu'il ne serait pas bien aussi de travailler avec le ministère MENA-PLN, comment inclure la question entrepreneuriale aussi dans les curricula de formation? Là, c'est stable. On sait que c'est dans le programme de formation des enfants. Sinon, le volume horaire qu'on accorde généralement au niveau du collège, l'enseignant même des fois se plaint, même dit qu'il n'y a pas assez de temps. Il a un programme à dérouler. C'est sur ça qu'il a évalué lui aussi. On vient inclure dans ça encore un curricula de formation sur l'entrepreneuriat. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de voir avec le ministère concrètement, de voir, c'est une perspective long terme. Oui, voilà. Et dans chaque parcours de formation, 6e, 4e, 6e, 5e, 4e, 3e, inclut effectivement la question entrepreneuriale. Là, on sait qu'effectivement, on a une vision qui est là, former un citoyen techniquement compétent, qui peut entreprendre et qui peut aussi être salarié. Être salarié aussi, c'est pas mauvais. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, c'est des perspectives qu'il faut voir. L'autre aspect aussi, pour terminer, c'est la question des déscolarisés. Il n'y a pas que des gens aussi qui vont à l'école qui doivent être entrepreneurs. Ceux qui aussi n'ont pas, pour une raison ou pour une autre, ou bien à qui la vie n'a pas souri pour continuer les études, comment est-ce que vous les prenez en charge aussi? Alors, OK. Je vais aller sur les deux questions. Et pour le ministère, déjà, il faut notifier qu'on a une collaboration actée. Voilà. Effectivement, on a fait l'approche. Mais ce n'est pas sur la même base. En fait, disons, pour pouvoir avoir déjà l'autorisation d'aller vers les établissements, voilà, question d'être crédible. Et aussi, comme vous l'avez dit, une vision à long terme, comment travailler ensemble. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, il faut souligner qu'effectivement, on le fait. Et entre parenthèses, quand on a rencontré même les parents d'élèves, ils ont même posé la question. Et si eux, en tant que parents d'élèves, ils veulent aussi entreprendre dans un domaine, qu'est-ce que nous, on a à les proposer? Parce qu'ils trouvent que c'est une bonne idée. Effectivement, on a dit nos portes sont ouvertes et nous sommes, comme on l'a dit, on travaille avec beaucoup de partenaires d'entrepreneurs. Donc, une fois que vous manifestez le besoin, nous, on court et puis on vous satisfait. C'est bon. Okay. Alors, je vous remercie. Merci bien et bonne suite. Merci.